ensemble. Ça suffit toujours de s'aimer bien. Si Bruyère on s'ennuyait, et c'est de peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant il faut partir, laisser ici les souvenirs qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. C'est aimé comment se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop vite. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crève un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées, mais on a pas si l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir, laisser ici le souvenir. On va les entendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement, sans penser à demain. À demain. C'est sur cette chanson de Jodassin que je vous dis bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir. Un honneur d'être avec vous aujourd'hui, samedi 25 janvier 2025, dans Mise au propre, pour la 11e édition. Murmure d'un clin d'œil. C'est le titre de cette 11e édition. Ce soir, nous aurons le plaisir de vous présenter ce poète français, Louis Aragon, mesdames et messieurs. Il sera donc question de poésie, de chansons, puisqu'on aura interprété une chanson de Gilbert Bécaud. Nous vous disons bienvenue, mesdames et messieurs, à la 11e édition de Mise au propre.
recto verso. Fils naturel et adultérin de Louis Andrieux, ex-préfet de police de la ville de Paris, devenu député de Forcalquier, ex-franc-maçon issu de la haute bourgeoisie protestante, et de Marguerite Touka-Massillon, jeune fille de la moyenne bourgeoisie catholique, qui tient une pension de famille avenue Carnot à Paris. Louis Aragon naît dans un lieu qui n'est pas connu avec certitude, le plus vraisemblablement Paris. Sa mère accouchant place des Invalides, comme il le raconte dans « Je n'ai jamais appris à écrire ». Mais peut-être Neuilly-sur-Seine, cité par certaines sources, ou Toulon, lieu où s'est retirée sa mère enceinte. Pour cacher ce malheur, il est élevé entouré de femmes. Le nom Aragon aurait été choisi par Louis Andrieux, en souvenir de l'Aragon, connu lorsqu'il était ambassadeur en Espagne. Mais peut-être aussi Andrieux avait-il ce nom présent à l'esprit du fait que, étant préfet, il avait sous ses ordres le commissaire Aragon. Afin de préserver l'honneur de la famille maternelle, issue des Massillons, et celui du préfet, l'enfant est présenté comme étant à la fois le fils adoptif de sa grand-mère maternelle Claire Touka, le frère de sa mère et le filleul de son père. L'œuvre de Louis Aragon portera en filigrane la secrète blessure de n'avoir pas été reconnu par son père, de 33 ans, plus âgé que sa mère. Il évoquera ce qui fut le drame de sa vie, secret partagé avec sa mère, qui lui rendit peut-être la paternité et la transmission d'un nom difficile à envisager, dans un ensemble de 3 poèmes intitulés « Domaine privé ». Louis Aragon étudie vers 1907 à l'école Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine, où il côtoie Henri de Monterland et les frères Jacques et Pierre Prévert, puis poursuit ses études au lycée Carnot. Il est en 2e année de médecine avec André Breton, au 4e Piévreux, du Val-de-Grâce, le quartier des Fous, où les 2 carabins se sont liés à Philippe Soupeau, quand il est mobilisé à ce titre comme brancardier, puis adjudant médecin auxiliaire. C'est à cette occasion que Marguerite Touka lui révèle le secret de naissance qu'il présentait. Il est mobilisé en 1917 et rejoint le front au printemps 1918 comme médecin auxiliaire. Sur le front, il fait l'expérience des chairs blessées, de la violence extrême de la Première Guerre mondiale, d'une horreur dont on ne revient jamais tout à fait, mais qui réapparaîtra constamment dans son œuvre et qui est à l'origine de son engagement futur pour la paix. Il reçoit la croix de guerre et reste mobilisé jusqu'en juin 1919, en Rhénanie occupée, épisode qui lui inspirera le célèbre poème Bierstud, Magie allemande. En 1920, Aragon publie son recueil Feu de joie, aux éditions Au Sans Pareil, fondé par René Hilson. On publie également André Breton et Philippe Soupeau. Il écrit régulièrement dans la revue littéraire fondée par Breton et éditée par Hilson. En 1921, la NRF publie Anicette ou le panorama, roman commencé dans les tranchées. Dans le Paris dandy de l'après-guerre, il se lie avec Pierre Drieux-La Rochelle, pour qui le quitte une dessinatrice américaine, R. Delanux. Il se console auprès de Denise Lévy, qui choisira d'épouser un autre de ses amis, Pierre Naville, tout en commençant la rédaction du Paysan de Paris. L'œuf dur publie quelques-uns de ses textes. En 1922, il renonce à devenir médecin, fonde avec Breton et Soupeau la revue Littérature et publie Les aventures de Télémaque. Grâce à Breton, il trouve du travail chez le couturier Jacques Doucet, grand collectionneur de tableaux modernes, mais aussi de manuscrits, dans l'achat desquels il le conseille en tant que secrétaire. Après avoir illustré le dadaïsme et connu les expériences d'écriture automatique auprès de Robert Desnos, auquel il consacrera des années plus tard l'émouvante complainte de Robert le Diable, chantée par Jean Ferrat, il rejoint en 1924 André Breton, Paul Éluard et Philippe Soupeau dans le mouvement surréaliste et co-signe
à l'occasion de l'enterrement d'Anatole France, le scandaleux, un cadavre, qui invite à jeter à la scène toute la littérature passée. Il dévore, comme pour oublier Denise Lévy, les œuvres d'Engels, de Lénine, de Proudhon, de Schelling, de Hegel et de Freud. En 1926, démuni, il signe avec Jacques Doucet un contrat par lequel le jeune romancier s'engage à livrer mensuellement sa production au collectionneur en échange d'une rente mensuelle de 1000 francs. Il écrit ainsi un cycle de 1500 feuillets, La défense de l'infini. Il devient simultanément l'amant de l'écrivaine anarchiste Nancy Cunard, qui l'emmène à sa suite à travers toute l'Europe. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Le fou d'Elsa. Donne-moi tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé. Dont j'ai tant rêvé dans ma solitude. Donne-moi tes mains, que je sois sauvé. Lorsque je les prends à mon propre piège, de paume et de peur, de hâte et d'émoi, lorsque je les prends comme une eau de neige qui fuit de partout dans mes mains à moi, sauras-tu jamais ce qui me traverse, qui me bouleverse et qui m'envahit? Sauras-tu jamais ce qui me transperce, que j'ai trahi, quand j'ai tressailli? Que dit ainsi le profond langage, se parler muet de sans animaux, sans bouche, et sans yeux miroirs, sans image, se frémir d'aimer qui n'a pas de mots. Saurais-tu jamais ce que les doigts pensent, d'une proie entre eux un instant tenu? Sauras-tu jamais ce que leur silence un éclair aura connu d'inconnu? Donne-moi ta main, que mon cœur s'y forme, si taise le monde au moins un moment. Donne-moi tes mains, que mon âme y dorme, que mon âme y dorme éternellement. Waouh, parfum d'ivresse. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait de jolis noms, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un bon chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras et la souris.
Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir, et Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Aïe! Oh! Ah! Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. C'était loin déjà que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour, à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Merci. Avec Breton et après Éluard, il adhère en janvier 1927 au Parti communiste français. À l'été, il rédige Traité du style, un essai militant pour une littérature engagée, dans lequel figure une violente protestation contre l'exécution de Sacco et Vanzetti, et qui ne paraîtra que l'année suivante. En novembre, dans un hôtel de la Puerta del Sol à Madrid, Nancy sauve une poignée d'exemplaires de La Défense de l'infini que le poète, dans une crise de rage, a jeté au feu. Cette rupture, qui est aussi une rupture avec l'argent, marque le début d'une remise en cause personnelle profonde dont l'engagement politique sera l'issue. En avril 1928, privé du soutien financier de Doucet, il fait paraître, mais anonymement, le Conte d'Irène, qui a été sauvé des flammes. La nouvelle est interdite par la police et Aragon nie devant la justice en être l'auteur. À Venise, en septembre 1928, ruiné par l'échec de l'ouvrage, il découvre la liaison de Nancy avec un recorder et tente de se suicider. Épisode à l'origine d'un de ses plus célèbres poèmes qui sera chanté par Léo Ferré. Il n'aurait fallu. 2 mois plus tard, le 6 novembre, il rencontre à la brasserie la coupole Elsa Triolet, sœur de Lily Brick, la muse de Vladimir Maïoskowski. Elsa entre dans le poème et devient sa muse pour la vie, formant avec le poète un couple mythique dont la célébration, en particulier dans les yeux d'Elsa, mêlera à partir des années 1940 l'éros, la filia et l'engagement au service d'une cause, la résistance, la décolonisation, le féminisme, la littérature, etc. Il épouse Elsa le 28 février 1939.
Sa poésie est largement inspirée, depuis les années 1940, par l'amour qu'il lui voue, voir les yeux d'Elsa. Il est mobilisé en septembre 1939 comme médecin auxiliaire d'abord au 220e régiment régional des travailleurs en novembre 1939, avant de rejoindre la 3e division légère mécanique et part pour la frontière belge. Il participe au combat de la campagne de France au printemps 1940, est évacué vers l'Angleterre depuis Dunkerque à bord du torpilleur La Flore de la classe de Melpomène, avant d'être débarqué en France à Brest depuis Plymouth pour reprendre le combat. Il est fait prisonnier par les Allemands à Angoulême, mais parvient à s'échapper. La campagne de 1940 lui vaut 2 citations, la médaille militaire et la croix de guerre avec palme. Cette dernière pour être allé plusieurs fois rechercher ses camarades blessés à travers les lignes adverses. Il est aussi avec Robert Deneau, Paul Éluard, Pierre Séguer, Jean Prévost, Jean-Pierre Rousselet et quelques autres parmi les poètes qui prirent résolument parti durant la Seconde Guerre mondiale pour la résistance contre le nazisme. C'est là le sujet d'une autre blessure profonde, la rupture avec son ami Drieux-La Rochelle, lequel, après avoir hésité entre communisme et fascisme, s'est tourné vers le fascisme. À l'autoportrait romanesque désabusé de Drieux, Gilles répond en partie le roman d'Aragon-Aurélien, qui narre l'itinéraire d'un ancien combattant dans le Paris de l'entre-deux-guerres. C'est dans le Crève-Cœur 1941 qu'apparaît pour la première fois Elsa Triolet dans la poésie d'Aragon. Il y avait un poème pour elle dans Persécuté persécuteur, et elle était la dédicataire de plusieurs de ses romans. Mais c'est la première occurrence chez Aragon de lyrisme à visage découvert qui sera développé dans le cycle d'Elsa qui commence immédiatement après ce recueil. Ce recueil marque le retour de Louis Aragon à l'Alexandrin et à des codes de poésie plus traditionnels que dans ses recueils de l'époque dada ou surréaliste. Il commence un travail de réappropriation de la tradition. Cela se poursuit dans son recueil suivant, Les yeux d'Elsa, 1942, dans lequel Aragon revient à une simplicité des images et des rythmes, loin des provocations de ses recueils précédents, pour montrer le lien entre son lyrisme personnel et son engagement poétique. Elsa Triolet est également le sujet des recueils Cantique à Elsa, 1941, Les yeux et la mémoire, 1954, Elsa, 1959, et Du fou d'Elsa, 1964, continuant le cycle d'Elsa. Le premier roman publié par Louis Aragon est Anicette ou le Panorama 1921. Il s'agit d'une mise en scène du groupe d'amis dadaïstes français, particulièrement André Breton, Philippe Soupeau et lui-même. Aragon poursuit dans le genre narratif avec Les aventures de Télémaque 1922, parodie dadaïste du roman du même nom écrit par Fénélon. À la fin du XVIIe siècle, Le paysan de Paris 1926, dédié au peintre surréaliste André Masson, est une suite de rêveries sur des lieux. Aragon s'inscrit dans la veine du réalisme socialiste. À partir de sa rupture avec le surréalisme en 1932, il écrit le cycle Le monde réel, comprenant les cloches de Bâle, les beaux quartiers, les voyageurs de l'Impérial, Aurélien. Louis Aragon meurt le 24 décembre 1982. Recto verso. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Pour demain. Vous, que le printemps opéra
Miracle ponctuait ma stance. Mon esprit épris du départ, dans un rayon soudain se perd, perpétué par la cadence. La scène au soleil d'avril danse comme Cécile au premier bal, ou plutôt roule des pépites vers les ponts de pierre ou les cribles, charme sur la ville et le val. Les quais gais comme en carnaval vont au-devant de la lumière. Elles visitent les palais, surgit selon ses jeux ou lois. Moi, je l'honore à ma manière. La seule école buissonnière et non silène m'enseigna cette ivresse couleur de lèvres et les roses du jour aux vitres comme les filles d'opéra. Un mot pour une nuit. Notre mot pour la nuit du samedi 25 janvier 2025, mesdames et messieurs, est voluptueux. Ça s'écrit V-O-L-U-P-T-U-E-U-X. Ce superbe adjectif désigne une personne ou une chose qui aime, inspire ou exprime la volupté, le plaisir des sens, la jouissance. Cette crème dégage un parfum subtil et voluptueux. Notre mot pour la nuit du samedi 25 janvier 2025, mesdames et messieurs, était voluptueux. Un mot pour une nuit. C'est la fin de la 11e édition de Mise au propre. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée de samedi, une très bonne semaine, tout en espérant vous retrouver samedi prochain pour une autre édition de Mise au propre. Au revoir.